Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur une nouvelle vidéo pour l'application Sain et aussi la chaîne YouTube Thomas Le Sain. Et là, je suis accompagné vraiment d'un invité de marque en la présence de Ludovic Sarkissian, un diététicien. Et je pense que ça va vraiment vous servir parce qu'il a beaucoup de conseils et un parcours inspirant. Donc Ludovic, merci à toi d'être présent. Merci à toi de m'accueillir du coup pour qu'on puisse échanger par rapport à, à mon parcours au tien et aussi par rapport à ma vision de la diététique, à ce que j'ai pu en tirer de mon expérience personnelle et aussi de mes années d'études et du coup dans la profession des diététiciens. Sachez que l'interview, vous allez pouvoir la voir sur YouTube et aussi vous pouvez la voir sur mon application, sur l'application Sain Sport qui vous aide à développer un corps sain, dans un esprit sain. Donc c'est le but, c'est de vous aider les hommes à perdre du poids, mais aussi si vous êtes une femme, vous pouvez offrir l'application pour aider votre chéri, votre conjoint, peu importe, votre frère, peu importe, si vous sentez qu'il a pris du poids, qu'il a besoin de se remettre en forme, n'hésitez pas à télécharger l'application. Et comme vous pouvez voir, je suis accompagné d'un professionnel de la diététique, parce que la diététique, on a beau travailler le corps, on a beau travailler l'esprit, mais la diététique, c'est la base en fait, la base pour atteindre vos résultats. Et Ludovic, ce que je voulais aussi que tu nous partages, c'est ton parcours, parce que t'as une histoire qui est très inspirante, et on le voit pas comme ça, mais tu reviens de loin. Qu'est-ce que tu peux te présenter un peu pour ceux qui ne connaissent pas? C'est ça. Donc moi, du coup, je suis diététicien depuis 8 ans. Du coup, j'ai eu, on va dire, plusieurs expériences dans la vie qui ont fait qui m'ont conduite sur mon parcours professionnel pour devenir diététicien. Donc globalement, j'ai été en situation d'obésité quasiment toute ma vie jusqu'à mes 17-18 ans. À partir de là, j'ai décidé de me reprendre en main, mais de la mauvaise manière. À savoir que j'avais déjà forcément, un peu comme tout le monde, essayé de perdre du poids de différentes manières, en enchaînant les différents régimes, en écoutant l'un, en écoutant l'autre. Finalement, j'ai réussi à perdre de moi-même plus de 40 kilos. C'était quelque chose de cool, sauf que suite à ça, j'ai vu sur des troubles du comportement alimentaire. Donc, c'était assez difficile à gérer. À la sortie du lycée, du coup, de fil en aiguille, j'ai atterri en BTS diététique. Donc, plus ou moins, la première personne que j'ai réussi à soigner, c'était moi. Même si j'avais perdu ces 40 kilos, je me retrouvais avec de gros défauts sur le plan alimentaire, avec notamment des petites périodes d'anorexie, de boulimie ou autre. Donc, ce qui fait que aussi aujourd'hui, c'est un point fort que j'ai, c'est que j'arrive plus ou moins à comprendre une grande partie des personnes qui ont des défauts avec l'alimentation et qui ont du mal à perdre du poids, à se concentrer dessus. Donc mes études qui ont duré 2 ans et demi à peu près, je me suis orienté sur un parcours plutôt médical où j'ai travaillé en milieu hospitalier, en prestation à domicile, à m'occuper des personnes en oncologie ou autre. Et depuis presque 3 ans, du coup, j'ai une activité libérale aussi à côté pour la perte de poids. Là, aujourd'hui, je reste vraiment centré sur mon activité libérale avec également une formation en cours pour devenir personal trainer, donc coach sportif comme toi. Ah, magnifique, tu as bien raison. Donc, tu as dit toutes les compétences pour faire un accompagnement des plus complets. Et d'ailleurs, je suis en train de mettre vos coordonnées. Donc, si vous voulez en savoir plus et suivre Ludovic, déjà, vous pouvez le suivre sur Instagram. Diététique by Ludo. Il partage son quotidien et il vous donne énormément d'astuces. Donc, allez sur son Instagram, il y a beaucoup de valeur. Je laisse Diététique by Ludo sur Instagram. Et si vous voulez avoir son accompagnement, quelque chose de vraiment plus personnalisé, vous allez le voir au fur et à mesure de l'interview. Il a vraiment beaucoup de connaissances, il va nous en partager. Et si vous voulez aller beaucoup plus loin, contactez-le sur son adresse email, Sarkissian Ludo. C'est Ludovic, du coup. Ludovic, là j'ai fait une petite photo. Donc Sarkissian Ludovic, @gmail.com. Je viens de m'en rendre compte à l'instant. Mais voilà, et vous aurez exactement son accompagnement et son suivi. Donc déjà, comme je disais, c'est très très inspirant de savoir quand on te voit comme ça, on a du mal à imaginer que tu es une personne obèse. Mais juste, est-ce que tu peux nous rappeler un peu cette période, parce que moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est cette période de yo-yo. Parce que c'est bien beau d'atteindre le poids qu'on veut, mais ce qui est dur aussi, c'est d'arriver à le maintenir. Et c'est là que, comme tu dis, on a des crises de boulimie, d'anorexie. Moi, il y a des moments que je l'ai vécu aussi. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette période-là, comment arriver à le gérer? Comment toi, tu as réussi à le gérer surtout? Donc, alors, c'est ça. Alors, c'est souvent, selon moi, il n'y a pas forcément un gros degré d'intensité. C'est-à-dire que la boulimie, l'anorexie sont des troubles du comportement alimentaire. Il y a une partie qui peut être psychologique, mais il y a aussi une grande partie qui est hormonale, qui peut être expliquée scientifiquement, tout simplement parce que l'organisme a un mécanisme de survie. Si on ne mange pas assez, on ne mange pas suffisamment, forcément, l'organisme va demander au cerveau plus d'énergie, va demander plus d'apport alimentaire. Et ça peut se faire sur une mesure plus ou moins excessive, qui peut conduire à de la boulimie où on a besoin de manger tout ce qui nous passe sous la main sans sentir de limite. Et ça peut être aussi sous une moindre mesure, sous une mesure un peu plus légère, comme par exemple des petites envies de grignotage qui peuvent avoir lieu durant la journée, en fin d'après-midi, durant la soirée ou autre. Donc en fait, il y a différentes manières de gérer, mais l'objectif c'est surtout de faire en sorte que l'organisme ait tout ce qu'il faille, tout ce dont il a besoin pour du coup que ces crises-là, ces pulsions-là ne se manifestent pas. Je le sais plus ou moins quand
on ressent la faim, quand on ressent une envie de grignoter, c'est comme quand on ressent la soif ou quand on ressent un autre message comme l'envie d'uriner, c'est que il y a déjà quelque chose qui est là et du coup, il faut faire quelque chose. Donc, si on fait en sorte d'avoir des apports équilibrés derrière, on peut calmer tout ça. Donc, pour répondre à ta question, voilà, c'est surtout l'alimentation, avoir des apports équilibrés qui va permettre de calmer toutes ces crises-là. Exactement, comme tu l'as dit, l'envie de grignotage, des fois, elle est même permanente. Moi, j'ai réussi de mon côté, au fur et à mesure des mois, arriver à calmer un peu cette envie de grignoter. J'arrive à comprendre les aliments qu'il faut que j'évite parce que sinon c'est trop addictif. Par exemple, moi j'adore les cacahuètes, j'adore grignoter ça. Et comme tu l'as dit, moi c'est le moment où j'avais ces excès de boulimie. J'en parle au passé, mais je sais que si je peux vite replonger, il faut que je fasse attention. C'était en fin d'après-midi. Moi, c'était vers les coups de 17-18 heures. Il fallait que je mange mon paquet de cacahuètes, voire plus. Et ça s'arrêtait pas, en fait. C'était vraiment, c'était en excès. Et ça donnait, je pense que j'ai perdu du poids cette année, et je pense que j'en ai perdu un peu trop vite. Ce qui fait que, comme tu as dit, mon corps, il était peut-être en manque, et au bout d'un moment, je compensais avec des périodes de grignotage. Et ça arrive à tout le monde, hein. Donc effectivement, après, en fait, le truc, c'est que souvent, quand il y a un certain déficit en termes d'énergie, en termes de calories ou autre au niveau de l'organisme, le cerveau reçoit des hormones, notamment la ghreline, l'hormone de la faim, qui vont témoigner au cerveau le manque d'énergie, qui du coup vont entraîner ces envies-là, des envies de grignotage ou autre. Souvent, quand on a faim, quand on a ces envies de grignotage-là, on a envie de deux choses, soit du sucre, soit du gras. C'est le seul choix qu'on a en fait. C'est-à-dire si on est plutôt quelqu'un de sucré comme moi, ça va plutôt être du chocolat, des bonbons, des biscuits ou autre. En fait, ça va être des sucres qui vont être rapidement assimilables et qui vont apporter de l'énergie rapidement à l'organisme. Parce que vu que le cerveau se dit, bon, vu que j'ai besoin d'énergie, on va se jeter sur de l'énergie qui va être facilement assimilable et qui va être disponible en grande quantité, c'est souvent les produits sucrés. Mais il y a aussi les produits gras, du coup, qui apportent beaucoup de calories. Les cacahuètes sont, on va dire, pas forcément des aliments très mauvais, mais c'est des aliments, enfin, c'est des fruits oléagineux, des fruits à coque. Donc, c'est des aliments à apporter en quantité modérée. Par exemple, le fait de s'envoyer un paquet de cacahuètes en entier devant la télé, qu'elle soit salée ou pas, c'est pas forcément disons, un aliment totalement diététique. Enfin, il n'y a pas vraiment d'aliments bons ou d'aliments mauvais, mais à s'envoyer du volume alimentaire, c'est pas forcément les cacahuètes qui vont être l'idéal parce que c'est une source de matière grasse, de bonne matière grasse, mais qui va, enfin, si c'est en excès, dans tous les cas, que ce soit de bonne matière grasse, de bonnes protéines ou autre, peu importe, ça reste de l'excès, donc forcément, ça va être stocké ou utilisé de la mauvaise manière par l'organisme. Donc là, par exemple, peut-être qu'il peut y avoir des envies de cacahuètes, ça peut être suite à certains excès sportifs où tu as dépensé beaucoup plus d'énergie que d'habitude, ou alors suite à un repas où tu n'as peut-être pas assez mangé, ou même un jour où tu n'as pas assez mangé parce que tu étais occupé, parce que tu avais la tête ailleurs, ou tu n'as pas pu ou autre. Le lendemain, tu peux avoir ces pulsions-là. Parce que le cerveau, lorsqu'il reçoit un message qui ressent qu'il y a un manque énergétique, il va rester figé là-dessus. C'est un mécanisme de survie, c'est normal. Question simple pour démarrer, c'est quoi pour toi la différence entre la diététique et la nutrition? Ok. Alors la nutrition, c'est tout simplement l'aspect scientifique, c'est-à-dire le fait d'apporter des nutriments à l'organisme. Donc apporter des macronutriments comme les protéines, les lipides, les glucides, apporter des micronutriments, des vitamines, des oligo-éléments, tout ça en fait c'est le fait d'en apporter. La diététique, ça concerne le fait de manger. Donc c'est-à-dire par exemple, je mange une banane, tout simplement ça m'apporte le goût de la banane, je peux la manger d'une manière cuisinée, d'une manière préparée, ça c'est la diététique. La nutrition, c'est que la banane va m'apporter des fibres solubles, des fibres insolubles, tel ou tel type de glucides, telle quantité de protéines, de lipides, ça va être assimilé de cette manière-là. Ouais. Donc on est vraiment sur l'aspect scientifique. Pour toi, les clés d'une diététique efficace sur le long terme, c'est quoi pour toi? Alors une diététique efficace sur le long terme, déjà c'est quelque chose de personnalisé. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qu'on peut trouver sur Internet, c'est pas un plan alimentaire proposé par tel ou tel club de régime ou autre. C'est vraiment quelque chose qui va être personnalisé en fonction de son mode de vie. Si tu te lèves à 7h ou à 9h, ça va plus ou moins déconstruire ta journée. Il va falloir adapter au niveau des apports alimentaires. Donc, par exemple, quelqu'un qui va avoir ta morphologie, ton poids, ta taille, etc., peut-être même ton métabolisme, si la personne a un mode de vie qui va être différent, il va falloir forcément adapter son mode de vie. Mais de toutes les bases qu'il faut prendre en compte, une diététique vraiment adaptée qui corresponde à la personne, c'est avant tout du coup des repas fréquents, enfin des repas réguliers, essentiellement on va dire le matin, le midi, le soir, pour on va dire un mode de vie qui correspond à 80% des Français, avec des assiettes qui sont équilibrées, des féculents, des légumes, des protéines, qui vont permettre en fait, donc sur l'aspect nutritionnel, d'apporter tous les nutriments et tout ce dont l'organisme a besoin pour bien fonctionner. Okay. Après, c'est mon rôle de faire en sorte que ça corresponde à la personne. C'est exactement ce que j'allais dire. Voilà. Donc, si vous voulez vraiment avoir cet avis pointu, comme il a dit, parce que oui, c'est bien beau d'avoir des plans alimentaires, on peut en trouver sur Internet, mais si vous voulez avoir quelque chose de personnalisé, qui s'adapte à votre mode de vie, vous avez juste à le contacter, sarkissianludovic@gmail.com ou sur Instagram, diététique by Ludo, et il sera un plaisir de vous répondre. En tout cas, merci déjà de nous avoir éclairé sur ça. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent la question toute simple. Pour toi, comment, et toi d'ailleurs tu l'as vécu, comment perdre du poids en fait? Sur l'aspect sportif, on va dire, on connaît pour faire des activités sportives, mais plus on va passer d'une personne qui a une activité physique qui est plutôt correcte, mais maintenant
passons sur l'alimentation. Pour toi, comment faire pour perdre du poids? Donc moi, j'ai l'habitude en fait de fonctionner sur deux principaux points. C'est-à-dire le premier point, ça va être déjà d'essayer de calmer ce qui a provoqué la prise de poids. Parce que souvent, quand on prend du poids, c'est qu'il y a un déséquilibre dans l'alimentation. Donc même si on peut avoir tendance à se dire je fais des repas équilibrés, je comprends pas tellement, il est possible qu'il y ait une carence quelque part, ce qui peut provoquer des pulsions alimentaires, des grignotages ou même un appétit excessif lors du repas, ce qui peut faire qu'on a du mal à s'arrêter de manger ou qu'on a besoin de se remplir, de manger plus. Donc l'objectif primaire, ça va déjà être de corriger ça, parce que sur le long terme, si on a pris du poids, c'est qu'il y a une raison. Si on corrige pas cette raison, on peut faire tous les régimes qu'on veut, tous les plans alimentaires qu'on veut, etc. Si on revient à l'origine, c'est compliqué. Sauf que le truc, c'est que déjà, si on a un certain mode de vie en place, il faut surtout chercher à adapter pour que ça corresponde à la personne. Par exemple, si quelqu'un n'a pas l'habitude de faire un petit déjeuner, c'est pas en lui disant de faire un petit déjeuner que ça va arranger les choses. Il va falloir trouver un moyen qui corresponde à la personne, peut-être quelque chose à emporter ou à prendre un peu plus tard, ou manger plus sous forme de collation un peu plus tard. Donc, disons que ça, c'est le premier point. Le second point, c'est de faire en sorte que la personne ait tous les nutriments dont elle a besoin, protéines, lipides, glucides, pour que le cerveau fonctionne bien, que l'organisme ait tout le nécessaire au niveau énergétique, que les muscles puissent également fonctionner avec du coup les apports équilibrés en protéines. Donc ça, on va dire que ça va être la base. Et après, dans le cadre d'une perte de poids, du coup, il va falloir mettre en place un léger déficit calorique afin que du coup le corps puisse avoir toute l'énergie nécessaire pour bien fonctionner et qu'il aille aussi piocher le léger déficit, donc le léger manque au niveau énergétique, dans le gras. Si on crée un déficit calorique trop intense, le corps peut potentiellement aller piocher ça dans le muscle ou dans d'autres organes. L'objectif n'est pas forcément, je pense pour la plupart des gens, de perdre du poids, mais c'est surtout de perdre du gras. C'est vrai. Donc, il y a une différence entre les gens, en fait, ont l'idée de perdre du poids, mais en fait, c'est vrai que c'est plus du gras qu'ils veulent perdre. C'est cette masse-là, ouais. C'est ça, parce que du coup, si par exemple, on entend souvent des personnes qui restent à jeun un jour ou deux, etc. Le truc, c'est que ça peut être des méthodes qui peuvent avoir certains bénéfices ailleurs, mais sur le plan de perte de poids, on va perdre du poids, oui, mais on perd de l'eau, du muscle, aussi un petit peu de gras, mais disons que par rapport à l'objectif souhaité, c'est-à-dire la perte de gras, si on perd 1 kilo, on n'aura perdu que peut-être 150 ou 200 grammes de gras. Donc, disons qu'il faut aussi savoir voir réellement son objectif. Parce que quand on perd, si on perd par exemple que 300 ou 400 grammes dans la semaine et qu'on prend de la force, par exemple, ça veut dire qu'on a pris du muscle, mais qu'on a perdu du gras. Donc, il y a certaines choses quand même qu'il faut bien voir. Donc, c'est mon rôle d'essayer d'accompagner la personne pour qu'elle puisse avoir les résultats qui lui correspondent le mieux. Et c'est aussi du coup ton rôle à toi d'accompagner les personnes pour justement qu'elles puissent avoir les meilleurs résultats sur le plan physique et justement ne pas forcément perdre du muscle et stabiliser en gras ou autre. Ouais, exactement. Mais là, je trouve intéressant, et c'est pour ça qu'on a deux points de vue qui peuvent être un peu divergents. C'est que moi, je pratique le jeûne intermittent. Et j'avoue qu'il y a des moments, comme tu dis, il y a des moments où je perds. C'est vrai que sur la balance, après, je sais pas, 1 ou 2 jours de jeûne, je dis pas, d'ailleurs, je dis à chaque fois, ne prenez pas mes conseils pour argent comptant. Moi, je suis pas diététicien, donc là, c'est Ludovic qui est le professionnel. Moi, je juge, j'expérimente sur mon corps et je vois les résultats. Et je vois que, oui, effectivement, après 1 ou 2 jours de jeûne, je perds du poids. Mais comme tu as dit, peut-être c'est que de l'eau, peut-être il y a un peu de gras. Je vois quand même que j'ai perdu du gras. Mais par contre, les inconvénients, c'est que je suis fatigué. Et après, je peux avoir des moments où j'ai envie de manger, quoi. Donc, qu'est-ce que tu en penses un peu du jeûne intermittent si on se fait juste une petite parenthèse sur ça? Est-ce que toi-même tu as testé ou d'un œil professionnel, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est Alors, le jeûne intermittent, de base, c'est quelque chose qui a été inventé dans le cadre de pathologies digestives, donc c'est-à-dire des problématiques digestives, et c'est également présent dans le cadre de l'oncologie, donc la cancérologie. Ouais, donc la cancéro. Donc pour des personnes qui ont par exemple des chimios ou alors des cellules tumorales plus ou moins mal ancrées. Donc c'est quelque chose qui a été inventé vraiment sur le plan médical et qui a été dévié. Il y a beaucoup de choses qui sont déviées, comme par exemple le régime cétogène ou alors là récemment il y a les FODMAP. C'est dévié, on en parle pour la perte de poids, mais sauf que de base ça a été inventé pour autre chose. Donc, dans la logique, oui, ça fait perdre du poids, toujours, parce que dès qu'on change de régime alimentaire ou même de mode de vie ou autre, on perd automatiquement du poids. Mais c'est pas forcément en lien avec le régime. C'est en lien essentiellement avec le changement. Parce que si on maintient ce mode de vie-là sur le long terme, on peut voir qu'il peut y avoir des défauts et qu'on peut stabiliser au niveau du poids. Par rapport à la perte de poids, ce que je pense du jeûne intermittent, c'est que c'est quelque chose qui peut être fait d'une bonne manière, comme par exemple toi, comme on en a parlé au téléphone, tu as l'habitude de te gérer comme ça, c'est ce qui te correspond le mieux. Mais si on part là-dessus, alors qu'on a déjà de base des petits troubles du comportement alimentaire, donc avec peut-être une mauvaise organisation, avec des repas excessifs ou des grignotages réguliers, disons qu'on va mettre en place ce régime-là, mais derrière, il est fort probable qu'on revienne à l'origine si ça ne correspond pas. Donc vraiment, en fait, c'est là où moi, je
je mets en avant en fait tout simplement le plan alimentaire classique avec du coup les recommandations de l'HAS, la Haute Autorité de Santé, la SFNCM, donc tous les organismes de diététique, de nutrition en France, donc en fait tout ce qui est vraiment responsable, on va dire, des plans de santé sur le niveau national et mondial. Je mets en avant ça et en fait j'explique tout simplement que ça c'est vraiment les bases de la nutrition. Parce que globalement, tu as besoin d'énergie 24 heures sur 24. Si tu en apportes qu'à un certain moment de la journée, tu peux avoir un déficit énergétique un peu plus tard. Le fait d'apporter de l'énergie le matin, le midi, le soir, avec le petit déjeuner, le repas du midi, le repas du soir, ça fait que globalement, 24 heures sur 24, tu as de l'énergie. Donc, en faisant de la sorte, globalement, on peut calmer les compulsions alimentaires, les envies de grignotage, les petits défauts hormonaux qui peuvent justement engendrer ces troubles-là. Et du coup, déjà faire en sorte que la personne ait un rapport avec l'alimentation beaucoup plus simple. Où en fait, elle ressent vraiment le message de la faim, elle arrive à dissocier les envies de grignotage de l'appétit et derrière du coup on peut se centrer sur des résultats plus simples sur le long terme. Okay. Donc une fois que la personne est autonome, qu'elle arrive à gérer tout ça, qu'elle se connaît bien, si elle le veut, oui, après elle peut s'orienter sur le jeûne intermittent, sur d'autres régimes, voire même tout simplement rentrer plus en détail dans cette alimentation là en essayant de consommer du coup vraiment des légumes, des fruits et légumes de saison, des aliments non transformés, bio ou autres. Après ça dépend globalement des habitudes de chacun, des objectifs de chacun et moi j'ai pour habitude en fait de dire aux personnes d'y aller petit à petit et pas forcément de leur mettre un plan alimentaire en disant voilà vous achetez que ces légumes là de saison, vous changez votre mode de vie, on s'en fout, vous vous adaptez. C'est pas forcément comme ça que ça fonctionne. Donc enfin ça fonctionne sur le long terme pour la plupart des gens. Pour toi, ce que tu préconiserais, c'est apporter des petits changements aux habitudes de la personne pour lui faire atteindre un objectif plus grand sur le long terme. C'est exactement ça. En fait, ça va déjà réordonner, on va dire, sa journée. C'est-à-dire, moi, j'ai l'habitude de demander, voilà, le matin, vous vous levez vers quelle heure, qu'est-ce que vous faites, comment vous bougez, donc prendre en compte les dépenses énergétiques de la personne, et quand est-ce qu'elle est disposée à pouvoir manger, à pouvoir se poser, travailler ou autre, pour qu'on puisse mettre en place l'organisation sur la journée qui lui correspond le mieux. Si, par exemple, une personne me dit, je ne fais pas de petit déjeuner, ben, je ne vais pas lui dire, vous en faites un maintenant, même si vous avez mal au cœur le matin. On va essayer de faire en sorte qu'elle ait quelque chose à emporter pour pouvoir justement avoir cet apport énergétique durant la matinée et éviter que le corps ne réclame plus au repas suivant, voire même un peu plus tard dans l'après-midi ou la soirée. Donc voilà, ça répond à ta question. Ouais, ça répond à ma question. Et moi, ça me fait rebondir un peu sur une dernière question si on reste sur ce sujet-là. Parce que moi, je l'avoue, je fais le jeûne régulièrement. Mais l'énergie que je prends, en fait, je le prends sur le dernier repas. Sur mon seul repas, c'est le dîner. Est-ce que ça revient sur la même chose? Une personne, par exemple, qui prend les mêmes calories que moi, mais 3 fois dans la journée, c'est-à-dire matin, midi, soir, et moi, je fais la même chose, sauf que je les prends une fois dans la journée. Ça va être quoi les conséquences? Est-ce que tu arrives un peu à voir? Parce que les personnes peuvent dire, ah, ouais, moi, mais je mange pas, mais en fait, je prends tout sur un repas et c'est bon, quoi. Je sais pas si... Alors, en fait, le plus important là-dedans, ça va surtout être l'apport énergétique. À savoir que les aliments qui ont pour seul rôle d'apporter de l'énergie à l'organisme, le rôle principal, c'est les glucides complexes, donc les sucres lents, donc tout ce qui va être féculents, légumes secs, et également céréales. Donc tous ces féculents-là, du coup, qui sont détestés la plupart du temps, parce qu'on dit que c'est ceux qui font grossir, ces aliments-là, en fait, le tout, c'est qu'à partir du moment où on les ingère, ça va apporter de l'énergie à l'organisme. Okay. Mais ça apporte de l'énergie le temps d'assimilation. C'est-à-dire que globalement, en fait, les sucres lents, à la différence de tout ce qui va être sucre rapide, les sucres rapides, c'est de simples molécules qui sont, par exemple, si on va manger un carré de chocolat, il va y avoir du sucre. C'est de simples molécules qui vont être directement digérées, assimilées, envoyées dans le sang. Donc la glycémie va monter d'un coup. Le truc, c'est que le corps va tout prendre, tout stocker, et du coup, la glycémie va redescendre. Donc globalement, en fait, sur l'apport énergétique du chocolat est quasiment nul. En fait, ça va être sur 5 minutes. Okay. Parce que si on reste avec du sucre dans le sang comme ça fait une hyperglycémie. Donc après, on va plus ou moins sur du diabète. Ouais, sur les concentrants des sucres lents. Donc en fait, c'est à la différence des sucres rapides, toutes les molécules de sucre sont liées les unes aux autres, ce qui fait que l'organisme va mettre du temps à casser ces chaînes qui lient les molécules entre elles. Donc chaque molécule de sucre va être libérée dans le sang de manière très progressive, très lente. À savoir que le sucre, c'est de l'énergie, c'est non d'énergie. Ce qui fait qu'on va avoir de l'énergie sur plusieurs heures, le temps d'avoir entièrement digéré, assimilé les sucres lents. Okay. Mais cette assimilation-là, elle a une durée. C'est-à-dire en fonction, on parle souvent d'index glycémique, ça correspond à la manière dont la glycémie monte à la digestion de l'aliment. Ça peut être un index glycémique haut mais court, ça peut être un index glycémique bas mais rapidement assimilé. Après, ça peut être un peu plus long. Globalement, en fait, le fait d'avoir une assiette équilibrée, ça fait que cet apport en énergie va durer plusieurs heures, c'est-à-dire 4 à 5, 6, 7 heures à peu près. Ça dépend de ce qu'on a mangé. Mais par exemple, si tu manges ton assiette de pâtes complètes avec des légumes, avec une source de protéines à côté, etc. Si tu la manges à midi, globalement, arrivé 19h, 20h, tout sera entièrement assimilé. Donc le fait de remanger le soir, ça va permettre d'apporter de l'énergie pour la soirée et pour la nuit. Donc faire en sorte que tu n'aies pas de carence énergétique durant la soirée et durant la nuit. Et faire un petit déjeuner le matin, ça va aussi permettre d'éviter que tu aies une carence énergétique durant la matinée.
Le fait de répartir de manière vraiment linéaire sur 24 heures les apports énergétiques, ça fait que globalement, au niveau de l'organisme a ce qu'il faut 24 heures sur 24 et donc il n'y a pas de sécrétion hormonale. De ton côté, quand tu fais un gros repas ou que tu en fais deux, le truc c'est que tu apportes un léger surplus énergétique à ton organisme, enfin forcément, plutôt que d'apporter ça de façon linéaire sous la journée, tu vas apporter de manière assez excessive, par exemple sur le repas du midi. Après, le soir, ça va continuer, mais durant la matinée, tu te retrouves plus ou moins sur la réserve. Donc là, le corps va piocher toutes les réserves qu'il a dans le foie, dans le gras ou autre. Et ensuite, à midi, du coup, tu refais le plein. Donc en fait, ça fait plus ou moins une espèce de petite montagne russe, on va dire. Ce que je disais, c'est oui, moi je fais ça maintenant depuis. J'ai arrêté de prendre des petits déjeuners, je pense, depuis l'année dernière. Un an, ouais, l'année dernière, je pense. Et là, la façon de manger en jeûne intermittent, je pense que depuis 6-7 mois que je fais ça maintenant. Donc après, voilà, si c'est quelque chose qui te correspond, c'est très bien. C'est sûr que si demain, ça ne te correspond plus, de par ton parcours, tu as déjà les bases nécessaires pour, on va dire, faire marche arrière. Ouais. Justement, quelqu'un qui est en surpoids, si on le met direct sur un jeûne intermittent ou sur un régime cétogène ou autre, le problème, c'est que la marche arrière, elle retombe en fait sur ce qui a fait prendre du poids. Ouais. Donc moi, vraiment, c'est là-dessus, en fait, j'oriente la personne. C'est-à-dire que mon rôle, en fait, c'est avant tout de transmettre le savoir, donc pour que la personne puisse comprendre ce qu'elle mange. Donc, c'est-à-dire à la fois transmettre plus ou moins les bases de la diététique, mais aussi de la nutrition. Savoir ce que les pâtes, le riz apportent, savoir ce que les fruits et les légumes apportent, pour que la personne, en fait, puisse gérer de manière autonome, qu'elle soit chez elle, au resto, chez des amis ou autre. Parce que forcément, le problème, c'est qu'avec un plan alimentaire, je peux le donner, l'envoyer par mail, le placarder n'importe où. C'est soit la personne peut le respecter quand elle est seule, mais si c'est pas forcément compris, derrière, on a du mal à adapter ou à comprendre ce qu'on mange. Donc c'est vraiment ça la base. Ça va me permettre de rebondir sur, je pense, une question que tout le monde se pose. On va rentrer dans les aliments. Pour toi, c'est quoi les aliments à prendre et à éviter pour perdre ce gras, un peu perdre ce ventre, ces poignées d'amour sur tous les hommes qu'on a au niveau du ventre? Est-ce que tu as quelques petits conseils à nous donner? Selon moi, il n'y a pas forcément d'aliments à prendre ou à éviter. Enfin, je dirais, suite à tout ce qu'on s'est dit, forcément, ça va être les féculents qu'il va falloir prendre pour avoir cet apport-là en sucre lent, en glucides complexes, pour tenir et pas avoir dans les grignotages. Mais des aliments à éviter, il n'y en a pas forcément. Par contre, le fait de contrôler la prise de certains aliments va être primordial. Par exemple, moi, je fais partie des diététiciens qui peuvent des fois se faire un peu insulter parce que je dis oui, on peut manger du Nutella. Donc, je fais pas forcément la promotion du Nutella, mais le truc, c'est que si c'est quelque chose qu'on aime, si c'est quelque chose qu'on a l'habitude de manger, vaut mieux en manger, par exemple, une cuillère à café le matin au petit déjeuner sur ses tartines ou dans son fromage blanc ou autre, plutôt que de dire non, c'est bon, vous n'en mangez plus du tout, et qu'après, finalement, on revienne, dès qu'il y a du Nutella, une soirée à la Chandeleur ou autre, qu'on se tombe le pot et qu'on ait, on va dire, ce problème-là avec cet aliment. Parce que le fait d'en manger, par exemple, le matin une cuillère à café, c'est pas forcément ce qui va faire de gros dégâts. Oui, il y a mieux. Mais disons que déjà, le fait d'en manger en meilleure quantité qu'avant, ça permet une amélioration. Donc disons que les aliments à éviter, il n'y a pas forcément d'aliments à éviter. Par contre, les quantités, effectivement, pour certains aliments, sont à contrôler. Pour revenir un peu sur ce que tu disais, qu'il fallait surtout faire attention à la quantité et pas forcément aux aliments. Mais par contre, moi, j'ai envie de m'arrêter sur un type d'aliment qu'on mange beaucoup, notamment aux Antilles, en Afrique, c'est beaucoup le riz, notamment le riz blanc. Il y a aussi en Asie, il y a des pays comme ça où le riz est très présent. Pommes de terre, et c'est pas forcément des aliments que je trouve sains. Est-ce que t'as des alternatives un peu, parce que à force de consommer toujours ce même type d'aliments, ça monte au niveau de la glycémie. Est-ce que t'as des petites alternatives ou est-ce que t'as des solutions contre ça? Alors au niveau de la glycémie, effectivement, si on prend que du riz, que ce soit blanc, des pâtes blanches ou autre, enfin on entend souvent parler d'index glycémique en disant que les aliments complets sont meilleurs. La seule différence, c'est qu'il y a des fibres dans les aliments complets. Enfin non, c'est pas vraiment la seule différence, mais disons que c'est la plus grosse différence. Donc c'est-à-dire que l'aliment reste le même, sauf que entre les pâtes complètes, le riz complet, la farine complète, il y a plus de fibres, ce qui va ralentir l'assimilation des sucres contenus dans l'aliment. Donc à savoir que ce soit du riz blanc, de la farine blanche ou autre, on est sur des sucres lents, des glucides complexes. Donc on n'est pas sur des sucres rapides, c'est des sucres qui sont lents d'assimilation de base. Avec les fibres, l'assimilation est encore plus ralentie, ce qui fait qu'on a de l'énergie sur plusieurs heures et donc la glycémie monte moins, mais tiens, on va dire plus longtemps sur la durée, avec l'apport en sucre plus dilué. Si à côté de ça, par exemple, on rajoute une source de protéines, de la viande, l'assimilation est encore plus ralentie, puisque au niveau digestif, le corps va devoir digérer à la fois les sucres, à la fois les sucres et les aliments qui sont mélangés aux fibres, les protéines. Si on rajoute aussi un peu de gras, il va y avoir du gras. Donc en fait, il y a encore plus de nutriments à digérer, à assimiler. Donc la digestion, si on parle que des sucres, va être encore plus ralentie. Donc pour revenir à la base, donc à la question, pour pas aller trop loin, disons que ces aliments-là sont pas de mauvais aliments, mais il faut impérativement les accompagner de la bonne façon. Donc, c'est-à-dire que par exemple, là, on a parlé des aliments qui sont complets. Le truc, c'est qu'il y a d'autres aliments qui apportent des fibres, comme par exemple les légumes. Si tu prends ton riz blanc et que tu manges avec des légumes à côté, l'assimilation va être quasiment la même que si tu prends juste du riz complet. Parce que du coup, tu auras les fibres qui auront été apportées par les légumes, par exemple. Okay.
Donc c'est là où en fait il n'y a pas forcément d'aliments mauvais. En fait, il faut juste savoir plus ou moins comment manger. Si on fait toujours en sorte d'avoir son assiette équilibrée avec des féculents, des légumes, des protéines, peu importe que ce soit du riz blanc, du riz complet ou autre, l'organisme aura ce qu'il faut sur le plan énergétique pour tenir jusqu'au repas suivant. Le fait d'avoir des aliments complets, ça va permettre justement de mieux, on va dire, de mieux rassasier sur le moment. Mais il ne faut pas avoir que ça, parce que derrière, ça peut provoquer des troubles du transit intestinal, ça peut provoquer des problématiques digestives. Pour certaines femmes, ça peut provoquer aussi des troubles hormonaux. Donc, ça peut aller très loin si on a ces aliments-là en excès. Donc, en fait, la base, c'est avant tout d'alterner les aliments. C'est-à-dire que par exemple, tu manges peut-être beaucoup de riz ou autre. Donc ça, par exemple, pour quelqu'un qui n'a pas forcément les bonnes bases sur le plan alimentaire, c'est très bien. C'est-à-dire, voilà, toujours avoir un féculent à chaque repas, que ce soit des pâtes, du riz, des pommes de terre, en fonction de ce qu'elle a l'habitude de faire, c'est très bien. Après, sur le long terme, l'objectif, c'est qu'au fur et à mesure de la prise en charge, on puisse orienter les choses vers une alimentation qui va être équilibrée et variée. Parce que, par exemple, le riz va apporter certains types de glucides, certains types de protéines, certaines vitamines, mais pas tout ce dont l'organisme a besoin. Il y aura d'autres vitamines qui sont contenues dans les pâtes, dans les pommes de terre ou autres. Donc, le fait de varier, ça va permettre d'apporter, on va dire, le maximum sur le plan nutritionnel à l'organisme et du coup, lui permettre de tenir dans les meilleures conditions sur le long terme en évitant les carences. Quand tu dis varier, moi je pense, par exemple, j'ai retiré un peu le riz, je l'ai remplacé par des lentilles ou du quinoa de temps en temps. Des fois même des haricots, je prends des flageolets. Qu'est-ce que tu en penses comme alternative? Ça c'est très bien. Du coup en fait c'est tout ce qui va être légumes secs. Donc effectivement ça apporte, c'est aussi source de glucides complexes et source de fibres. Après par exemple si tu manges ça tous les jours, peut-être que ton corps aura ce qu'il faut sur le plan énergétique, donc en macronutriments, mais en tout ce qui va être micronutriments, oligo-éléments, ça reste un apport qui va être toujours identique. Donc, si tu ne varies pas, derrière, tu peux te retrouver avec la fatigue qui va être liée à autre chose, à certains mécanismes de l'organisme qui peuvent ne pas fonctionner ou autre, parce que justement, il va avoir une carence en certaines vitamines, en certaines matières grasses ou autres. Donc, c'est des aliments, on va dire, qui sont très bons, mais peu importe l'aliment, que ce soit des pâtes blanches, que ce soit des lentilles, que ce soit les pâtes complètes ou autres, il faut toujours essayer de varier au mieux. Donc faire par exemple un ou deux repas les mêmes aliments, on va dire, parce que forcément il reste des pâtes ou du riz de la veille ou autre. Ça, moi je suis contre le gaspillage, donc moi je te dirais c'est cool. Mais disons que si par exemple pendant toute la semaine on mange tous les jours du riz, à la fois au niveau nutritionnel, on n'a pas forcément tout ce qu'il faut pour bien fonctionner, mais aussi sur le plan psychologique, le fait d'avoir régulièrement en fait le même repas, les mêmes aliments, en fait on ne mange plus, on ne s'alimente plus, on se nourrit tout simplement. C'est-à-dire qu'on apporte des nutriments à l'organisme. Il y a cette notion de plaisir-là qui peut être diminuée et du coup, admettons que tu aies une alimentation parfaitement équilibrée, si tu manges tout le temps le même repas, peut-être qu'à un moment donné, ton cerveau il va dire bon, moi j'ai besoin d'énergie, j'ai besoin de sucre ou de gras pour avoir cette notion de plaisir-là. Parce que c'est l'alimentation, faut pas l'oublier, c'est avant tout un plaisir. C'est vrai, et des fois, des fois, j'ai l'impression de perdre cette notion de plaisir. Des fois, je suis un peu trop dans l'aspect que nutrition. Et des fois, il faut que je me calme aussi, des fois, parce que je me rends compte que des fois, je perds un peu cet aspect plaisir. Alors, moi, je varie quand même mes assiettes, je mets beaucoup de salade, je ne fais pas manger toujours les mêmes repas. Mais c'est vrai que dans mes coachings avec mes clients, des fois, je suis un peu dur avec eux. Je leur dis, ouais, mais si vous voulez vraiment perdre, il faut rester droit, manger votre assiette de légumes avec vos protéines, un peu de féculents. Mais c'est vrai que je retire des fois l'aspect plaisir. Et il faut savoir aussi adoucir, arrondir les angles. Et c'est ta philosophie, on a bien compris. Et t'as bien raison. Ouais, c'est ça. Pour commencer, c'est vraiment en fait, ça va être de prendre plus ou moins, faire attention à ce dont chacun a besoin et savoir adapter les choses pour déjà mettre en place un certain équilibre. C'est ça. Donc après, au fur et à mesure, forcément, on peut essayer de pousser plus vers la perfection. Mais si dès le début on cherche la perfection, ça peut être très compliqué à mettre en place. Mais après, ça dépend parce qu'il y a des personnes du coup qui ont besoin justement de cette rigueur, de ce cadre drastique dès le début. Après, voilà, c'est comme sur le plan sportif, il y a des personnes, on peut leur mettre 1 ou 2 séances par semaine, elles tiendront sur le long terme. Si on leur en met 4, au bout d'une semaine, elles en auront marre. Ça dépend, il faut faire avec chacun, il faut prendre chacun de la manière dont il est et essayer de lui apporter ce qu'on peut lui apporter. Okay. C'est là où en fait la communication, c'est le plus important. Et moi, ce que j'ai remarqué, donc comme tu as dit, déjà de base, faire ce petit déficit calorique, pas trop dur au début, pour pas que la personne soit déboussolée. Lui laisser aussi ses parties plaisir, mais aussi qu'elle garde des assiettes qui sont variées et faire attention aux quantités. Hein. C'est bien ce qu'on a compris dans ta méthode. Juste, je te disais, c'est pas vraiment c'est pas ma méthode, comme je te l'ai dit au début. En fait, c'est c'est les bases en fait qui sont enseignées en école, okay. Qui font partie en fait d'une alimentation équilibrée. Après, au cas où, petit aparté, il peut y avoir des diététiciens nutritionnistes au même titre que moi qui peuvent recommander de supprimer par exemple des féculents à certains repas ou alors de faire du jeûne intermittent, de faire d'autres choses ou autres. Ça dépend, ça peut correspondre, mais il y a aussi un peu ce caractère-là disons qu'une fois qu'on a le diplôme, on peut faire ce qu'on veut. Donc, c'est-à-dire que si moi j'ai envie de vendre quelque chose à quelqu'un qui va lui faire perdre du poids rapidement, mais pas forcément sur le long terme ou autre, on supprime le gras, les féculents, hein, disons que ça je peux le faire. Mais
Après, c'est mon code éthique à moi de ne pas le faire, parce qu'il y a beaucoup de pièges qui sont en place dans la nutrition, à savoir que si, par exemple, on supprime certains aliments, on va provoquer une perte de poids rapide, mais comme je l'ai dit plus tôt, logiquement, on a des compulsions alimentaires, on a envie de manger plus sucré, plus gras, etc. Et du coup, forcément, tu ne tiens pas sur le long terme. La seule problématique, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas, qui pensent que c'est de leur faute, que c'est l'aspect psychologique, alors que, en fait, c'est tout simplement la faute de la personne qui a vendu son plan alimentaire ou le régime, qu'il a vendu de manière trop drastique et pas forcément adaptée, et ce qui fait que derrière on reprend du poids. Donc à toutes les personnes qui regardent cette vidéo, faites bien attention par rapport à tous les régimes qui sont vendus ou autres. Oui, ça peut marcher au départ, mais il faut voir sur le long terme ce que ça donne. Parce que si c'est pour perdre du poids et avoir des troubles du comportement alimentaire, ça on l'a plus ou moins tous exploité, et c'est pas forcément la meilleure façon pour atteindre ses objectifs sur le long terme. Magnifique. J'ai les 2 dernières questions avant de te laisser. Merci beaucoup en tout cas pour cet entretien. Mais je pense que tu as déjà en fait quasiment répondu. Je voulais te poser la question pour toi. Pour toi, c'est quoi une alimentation qui donne de l'énergie? Après, tu as dit beaucoup une assiette variée avec les glucides, protéines, mais peut-être si tu as des aliments, je dirais pas méconnus, mais des petites astuces pour quelqu'un qui a un moment de stress ou qui a un moment de fatigue. Un type d'alimentation, tu pourrais lui conseiller pour lui donner ce regain d'énergie un peu. Alors, l'alimentation qui donne de l'énergie, globalement, ça va être, comme on l'a dit plus tôt, une alimentation variée, équilibrée, avec tout ce qu'il faut dans l'assiette. C'est-à-dire, si on mange que des pâtes, c'est des aliments qui apportent de l'énergie à l'organisme. Mais le truc, c'est que ça va être plus rapidement assimilé que si on mange moins de pâtes, mais des légumes à côté, avec des protéines. Donc, disons que c'est vraiment, en fait, l'alimentation qui donne de l'énergie, c'est l'alimentation équilibrée. Après, une personne qui a un petit mou sur le plan énergétique, déjà, il faut se poser la question si c'est récurrent ou pas. Si c'est récurrent, c'est que quelque part, il peut y avoir un petit défaut sur un repas avant le coup de mou. Si c'est occasionnel, forcément, il y a pas mal d'aliments qui apportent de l'énergie. Il y a par exemple les energy balls, il y a pas mal de barres, que ce soit à base de fruits, à base de d'oléagineux ou autres, qui peuvent apporter de l'énergie. Mais il faut avant tout comprendre le pourquoi on n'a pas assez d'énergie. Parce que si c'est tout simplement qu'on n'a pas assez mangé au moment du repas, forcément, on va pas faire une collation avec juste des oléagineux qui vont apporter un petit peu de gras. On va essayer d'apporter de l'énergie pour que justement, il n'y ait pas un seul pic énergétique sur le moment, mais qu'il y ait de l'énergie pour tenir sur les heures qui suivent. Donc par rapport à ça, en fait, il peut y avoir énormément de réponses, mais disons que voilà, moi je te dirais que pour avoir le maximum d'énergie, c'est vraiment de faire des repas réguliers et qui correspondent à ton activité sur la journée. Merci beaucoup. Et dernière question. Alors, as-tu constaté, depuis ton parcours de diététicien, des spécificités concernant le public? Par exemple, les hommes et les femmes, les origines aussi, noirs, blancs, asiatiques. Est-ce qu'il y a des spécificités, par exemple, des types d'aliments que tu vas conseiller, par exemple, à un homme et pas forcément à une femme, ou l'inverse, ou une personne, je ne sais pas, qui est asiatique, tu vas lui conseiller un type d'aliment ou un autre? Est-ce que vu que tu as dit que tu t'adaptes beaucoup aux personnes qui sont en face de toi, est-ce que tu as décelé des spécificités particulières qui viennent en tête? Alors forcément, pour les hommes, il va y avoir des apports énergétiques caloriques qui vont être un peu plus importants, également en protéines. Donc en fait, c'est la base. C'est pas forcément du sexisme, mais c'est plus, on va dire, de la science. L'homme est composé de plus de muscles que la femme en moyenne. Donc forcément, il va falloir apporter un peu plus de protéines, un peu plus d'énergie. Après, pour les origines, j'avoue que je vois des personnes plus ou moins de toutes les origines. Après, sur le plan alimentaire, là où souvent il y a des choses vraiment qui vont varier, ça va être en fonction de la religion. C'est-à-dire la religion juive, la religion musulmane ou autre, c'est vraiment quelque chose du coup où il va falloir s'adapter au mieux. Chaque année pour le Ramadan, du coup, j'essaie d'apporter le maximum que je puisse. Après, voilà, pour d'autres religions, par exemple la religion chrétienne, il y a le carême aussi, donc on fait en sorte de s'adapter. Donc voilà. Après, au niveau des âges, globalement, moi j'observe qu'il y a quand même 2 types de prise en charge différentes par rapport à l'objectif de perte de poids. Par exemple, les personnes qui vont avoir moins de 30 ans, c'est souvent des personnes qui ont toujours été en surpoids. Donc, c'est-à-dire que c'est des habitudes qui sont ancrées. Là, disons que la prise en charge va être plus étalée sur le long terme. Ça va plus être de prendre les habitudes et vraiment de les adapter, de suivre la personne au maximum. Au-delà de 30 ans, c'est souvent des personnes en fait qui ont eu un changement dans leur mode de vie. Par exemple, le changement le plus classique, c'est quand on a un enfant. Quand on a un enfant, ça déboussole complètement tout notre quotidien. Donc, même si on a toujours été faim toute notre vie, mais derrière, en fait, le fait de peut-être pas avoir le temps de faire le petit déjeuner, d'être fatigué, de pas avoir assez dormi, pas avoir assez bu, du coup, de manger beaucoup plus tard, ou de pas avoir le temps de se préparer à manger, il y a beaucoup de changements qui peuvent, du coup, entraîner un déséquilibre alimentaire et des compulsions alimentaires avec un appétit excessif ou autre. Donc, en fait, faut mettre la main, en fait, faut mettre le doigt sur la cause de la prise de poids et essayer d'orienter vers le mieux. À savoir qu'une personne qui a toujours été mince et qui a eu un enfant qui a pris du poids, on va pas du tout l'orienter sur l'alimentation qu'elle avait avant. On va chercher d'adapter au mieux, on va chercher à trouver ce qui va être le plus bénéfique pour elle, pour qu'elle puisse, par exemple, si elle n'a pas le temps de cuisiner le soir, pour qu'elle puisse avoir son apport alimentaire équilibré, sans forcément passer 1 heure en cuisine à se préparer à manger, en plus de nourrir l'enfant, préparer à manger pour l'enfant, etc.
Ouais, Globalement, voilà, pour répondre à ta question, c'est plus ou moins les plus grosses spécificités. ouais, et je pense que la clé aussi, c'est la préparation. Moi aussi, j'ai progressé parce que je prépare mes plats à l'avance. Après, pour une personne qui vient d'avoir un enfant, comme tu as dit, c'est un peu plus difficile. Mais je pense aussi que c'est une des clés du succès au lieu de faire la cuisine à la va-vite et sur le moment dans l'urgence, peut-être se prendre une après-midi à faire du batching, comme on dit, à préparer sa nourriture. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu préconises? Moi, je sais que ça a eu des effets bénéfiques. À un moment donné, je prends une après-midi, je pèse mes aliments, je les prépare et comme ça, quand j'arrive, tout est prêt, quoi. Après, ça dépend plus ou moins de ce que chacun peut faire et de ce que chacun a la possibilité de faire et de ce qu'il veut faire. Le batch cooking, c'est quelque chose qui est très intéressant. Après, par exemple, on peut très bien orienter la personne sur des aliments qui peuvent être surgelés, des légumes surgelés, du poisson surgelé ou autre, ou même des aliments en conserve, même s'il y a mieux, disons que ça permettra déjà de remettre de l'ordre, une base d'équilibre, là où c'est un peu le chaos. Donc il y a plusieurs moyens. Après, il faut voir en fonction de la personne, il faut voir aussi en fonction du budget, parce que forcément, je ne peux pas donner des conseils à une personne si finalement le budget ne tient pas. Par exemple, sur le plan sportif, tu vas dire à une personne de manger 2 morceaux de viande le midi, le soir, du poisson, des œufs, etc. Ça peut avoir un certain coût. Donc en fonction, on peut adapter sur d'autres aliments qui sont sources de protéines ou autres. Donc disons qu'en fait, il y a beaucoup de choses à prendre en compte et que, par exemple, moi, ma première consultation, ça prend entre 1 heure et 1 heure et demie à peu près. Parce que faut expliquer les bases, faut prendre en compte les connaissances de la personne, l'organisation de la journée de la personne, son alimentation, son vécu, ce qu'elle ressent par rapport à l'alimentation. Donc il y a énormément de facteurs à prendre en compte. Même une consultation, ça suffit pas forcément. Donc c'est souvent pour ça que, en fonction des personnes, je peux orienter sur un suivi. Après, ça dépend de tout un chacun, de la volonté de chacun. Mais disons que sur l'aspect diététique, il y a vraiment énormément de choses à voir. Et c'est aussi, pour conclure, en fait, je dirais que vraiment, il faut faire attention et adapter son mode de vie à chaque fois. Il m'arrive de suivre des personnes qui, à chaque changement de boulot, à chaque changement d'horaire ou autre, voilà, on refait un point, on adapte le plan, on revoit au niveau des horaires, de l'organisation, de ce qui va correspondre au mieux en fonction des besoins. Ouais, pour toi, une personne, elle a des résultats au bout de combien de temps? Par exemple, un homme qui a pris 8 kilos, pour toi, au bout de combien de temps il pourrait arriver à perdre ses 8 kilos et surtout perdre du gras, mais avoir ses premiers résultats où il est fier de se voir dans la glace? Pour toi, ce serait dans une ordre de combien de temps? Alors, ça dépend. Pour moi, je dirais les premiers résultats, ils ont eu au bout d'1 à 2 semaines, parce que déjà le premier résultat, moi, mon objectif, c'est de faire en sorte que la personne arrive à se gérer avec son appétit, qu'elle ait plus d'envie de grignotage, plus d'appétit excessif, qu'elle puisse manger, mais qu'elle contrôle ce qu'elle mange. Donc ça, pour moi, c'est déjà les premiers résultats, c'est déjà quelque chose de fort, parce que quand on passe des années avec des troubles du comportement alimentaire, avec des pulsions alimentaires, des envies de grignotage, etc., qu'on fait que lutter tous les jours pour ça, avant tout, pour moi, c'est ça le premier résultat. Après, au niveau du poids, il peut y avoir des résultats qui peuvent être rapides, comme par exemple dans la première semaine, on peut perdre 2 kilos, puis la semaine d'après, en perdre 0. Ça ne veut pas forcément dire qu'on a perdu 2 kilos la première semaine et 0 la deuxième semaine, mais ça veut tout simplement dire que sur 2 semaines, on a perdu 2 kilos, à peu près. Globalement, c'est comme ça qu'il faut voir les choses, parce qu'au niveau du poids, le truc, c'est que, comme on l'a dit au tout départ, il y a beaucoup de facteurs qui entrent dans le poids. C'est-à-dire, il y a la masse grasse, la masse musculaire, mais il y a aussi la masse hydrique. À savoir que, par exemple, de l'eau, donc là, on a à peu près 1 litre, ça représente 1 kilo. Donc, il suffit que, par exemple, je n'ai pas assez bu hier, je vais boire cette eau-là va être stockée. Et malheureusement, c'est plus ou moins stocké au niveau des poignées d'amour, ce qui fait que sur les plans esthétiques, ça colle pas trop et ça déprime un peu. Mais forcément, en fait, il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu au niveau du poids. Donc, il faut vraiment faire attention et viser sur du long terme plutôt que de se dire, bon, cette semaine, j'ai pas perdu de poids, je suis déprimé, j'ai fait tous ces efforts pour rien. Okay. Donc, une personne, par exemple, un homme, tu m'as dit qui a 8 kilos à perdre, je préfère qu'elle les perde, par exemple, en 3 mois, 4 mois, mais que derrière, en fait, elle se retrouve avec une alimentation parfaitement équilibrée, qu'elle n'ait pas faim, pas d'engrignotage, et qu'on soit sûr qu'elle tienne, voire même qu'elle puisse continuer à perdre du poids derrière, si c'est ce qu'elle souhaite, plutôt que de dire, bon, voilà, vous avez besoin de résultats, on va faire 1 kilo par semaine, dans 2 mois, c'est réglé, et voilà, après, vous essayez de garder la norme. Enfin, voilà, après ça c'est ma vision des choses, donc à savoir que c'est quand même une vision qui est basée à la fois sur l'aspect scientifique, psychologique ou autre, donc c'est pas quelque chose que j'ai inventé, c'est quelque chose de base qui nous est enseigné, qui, comme je l'ai dit au départ, qui est vraiment exprimé sur le plan national, sur le plan international, sur la diététique et la nutrition. Donc voilà, c'est de la santé, donc il faut vraiment y faire attention. Super, merci beaucoup. Moi j'avais une dernière question, un petit bonus, si je me permets. Tu vois, des fois ça nous arrive, tous on est humains, on a envie de se faire plaisir, on va au restaurant. Par exemple, moi, je vais me faire un buffet à volonté là dimanche, je suis impatient de le faire. Et après, on se retrouve sur la balance et on voit on a 2-3 kilos en plus. Et ça fait mal, c'est 4 kilos en plus, tu vois. Est-ce que c'est réellement des kilos qu'on a pris? Et comment faire après ça, en fait? Après un excès, qu'est-ce que tu préconises? Alors, par rapport à ce poids-là, en fait, il faut se dire que
En fait, déjà, un buffet à volonté, tu peux manger quoi à peu près? On va dire 3-4 kilos, mais ça va être même moins, ça va être 2 kilos à peu près en moyenne. Tu peux manger une quantité totale de 2 kilos. Donc, en admettant que tu stockes 100% de ce que tu manges, ce qui n'est pas le cas, tu vas prendre 2 kilos. Le truc, c'est que tu te pèses le lendemain, tu as peut-être pris 2 kilos, 3 kilos ou autre, mais déjà, premièrement, la première composante qui fait que tu as pris du poids, c'est ça, c'est l'eau. Parce que la première composante qui intervient dans le processus digestif, c'est l'eau. C'est l'eau qui va commencer à casser les molécules. Tu prends un aliment, tu le mets dans de l'eau, tu vois que déjà l'aliment commence un peu à vite fait se décomposer ou autre. L'eau est la première étape de la digestion. D'ailleurs, petit bonus, il y a des personnes qui peuvent avoir des problématiques digestives qui n'arrivent pas à digérer, qui ont des ballonnements ou autre. Si on ne boit pas assez, il est fort probable effectivement qu'on ait du mal à digérer au moment des repas. Mais globalement, la première étape qui intervient, c'est de l'eau. Donc si on mange beaucoup, on a besoin de beaucoup d'eau. Le truc, c'est que par exemple, tu manges de la nourriture, il te faut au moins 3-4 litres d'eau. Après, une fois que tu as le ventre plein, tu ne veux pas forcément t'envoyer tout ça. Et quand même, ça peut ne pas être suffisant pour s'occuper de toute l'activité digestive. Donc, forcément, si tu manques d'eau, derrière, il y a de la rétention d'eau qui se fait. Donc déjà, premièrement, tu es sûr de prendre de l'eau après un buffet à volonté, enfin de prendre de la masse hydrique. Après, au niveau digestif, vu que ça a, disons, beaucoup de contractions sur le plan digestif, beaucoup de sécrétions, etc., le corps est quand même assez chamboulé. Donc forcément, par rapport à ton alimentation, tu peux aller évacuer un peu après, mais tu vas pas forcément tout évacuer. Donc si tu prends 2 kilos, tu vas garder une partie déjà en toi qui va pas être évacuée de suite. Donc tu prends la masse par rapport à ça. On reste du repas. Et après, il y a effectivement une prise de masse grasse. Le truc, c'est qu'il faut savoir que si derrière tu reprends ton mode de vie équilibré, cette masse grasse va être éliminée naturellement, parce que le corps se dira qu'il n'a pas besoin de ce surplus-là. Donc dans les jours qui suivent, tu es censé normalement éliminer l'excédent calorique que tu as eu le jour même. Donc pour conclure, tu prends pas que de la masse grasse, mais globalement, après ton buffet à volonté, le lendemain, tu es censé avoir un bon surpoids, mais les jours suivants, c'est censé petit à petit diminuer jusqu'à ce que tu regagnes ton poids habituel. Super. Bah, au moins, tu nous as rassurés. Et on peut se faire un resto de temps en temps. Tu vas aller un peu loin dans les explications de Bébé. Non, au contraire, c'était magnifique. Tu nous as vraiment bien éclairé. Donc, je rappelle, si vous avez pu voir, il est vraiment source d'informations. Ludo Sarkissian, diététicien, Ludovic Sarkissian, diététicien. Vous pouvez le contacter sur son Instagram. Il a un super Instagram où il donne tous ses conseils. Donc tout ce que vous avez entendu durant cette interview, il vous les donne quotidiennement. Donc c'est sur Diététique by Ludo sur Instagram. Abonnez-vous vraiment en masse. Et si vous voulez être accompagné, donc comme vous avez vu, il fait un vrai suivi. C'est pas que la diététique, il prend 1 heure, 1 heure et demie avec vous pour discuter de votre passé, de l'aspect psychologique aussi un petit peu. Vous pouvez le contacter à sarkissianludovic@gmail.com. Est-ce qu'il y a d'autres contacts peut-être que tu voudrais te donner avant que je conclue la vidéo? Non, essentiellement, c'est ça. Après, j'ai mon site web, etc. Mais du coup, on va pas forcément tout mettre. Mais je suis essentiellement joignable, du coup, par Instagram, par mail. Après, il y a mon numéro de téléphone aussi, mais que du coup, vous pouvez trouver sur mon site internet. Donc, voilà. Après, il faut pas hésiter. Voilà, je reste joignable. Et sinon, voilà, il y a des petites recettes, des petits conseils. J'essaie de faire quelque chose qui est ludique, qui me plaise avant tout sur Instagram et qui puisse apporter une plus-value aux autres. Donc, voilà. Et j'ai pu voir aussi que tu as fait le 10 ou le 11 km avec Marseille-Cassis. Bravo à toi. Ah ouais, merci. Ouais, c'était hier. Moi, je suis un peu déçu de mon temps. Mais disons qu'il y avait une fatigue qui était liée quand même au jour précédent. Donc, j'ai fait du mieux que j'ai pu avec les moyens que j'avais sur le plan musculaire. Et tu t'es récompensé avec une belle petite part de pizza aussi, tu nous as montré. Ouais, oui, en fait, j'avais un accès VIP au stand à la fin. Donc, j'ai juste pris une petite part de pizza et voilà, parce qu'après, il faut faire le chemin retour pour rentrer. Donc, disons qu'il y avait 20 km de course à faire. Donc, on va de Marseille à Cassis. Donc, Marseille et Cassis qui sont éloignés du coup de 20 km. Et après, derrière, il faut rentrer chez soi. Donc, pas rentrer à pied, mais il faut marcher jusqu'à la voiture. Et quand même, il y a eu 5 bons kilomètres de marche après. En montée. Ça a été le plaisir après l'effort. Donc, comme vous voyez, c'est un grand sportif. Il a eu un super parcours. Il revient de loin. Et diététicien, et ça n'empêche pas de temps en temps aussi se faire plaisir. Donc c'est sa philosophie. J'espère qu'en tout cas ça vous a plu. Vous pourrez retrouver cette interview donc sur l'application Sain, application destinée aux hommes qui veulent perdre du poids et avoir un corps beaucoup plus athlétique, qui veulent perdre ces fameuses poignées d'amour. Là au moins vous avez une bonne connaissance avec Ludovic, qui est un professionnel de la diététique. Si vous voulez aller beaucoup plus loin, j'ai mis les adresses. Et vous pouvez aussi retrouver un peu une partie de cette interview sur les réseaux sociaux, sur mon Instagram Thomas Le Saint, la chaîne YouTube aussi Thomas Le Saint. Je vais partager aussi la vidéo à Ludovic. Mais voilà, tout sera trouvable sur Internet. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Merci à toi Ludovic encore d'avoir pris ton temps pour nous expliquer tout ça. Merci encore vraiment. Et merci à toi de m'avoir reçu. Et voilà, c'était très cool. Du coup, première interview pour moi par interposé comme ça, donc c'est cool. Et voilà, écoute, c'est très bien d'être quelqu'un de positif comme toi, donc écoute, continue. Et voilà, écoute, j'espère qu'on pourra collaborer encore ensemble.
Bah, merci beaucoup, hein. Bah, c'est le but. Et oui, moi, c'est toujours positif. L'objectif numéro un, c'était prendre soin de sa santé, et être sain pour toujours. Hein. C'est un objectif de vie parce que pour moi, la santé, c'est la plus grande des richesses. Et ça passe par l'esprit, le corps, et bien sûr l'alimentation aussi qui en font partie. Donc, je vais continuer à interviewer des experts sur les domaines, sur des domaines, je pense, qui sont complémentaires. Bon, en tout cas, merci à toi d'avoir participé à cette vidéo, à cet entretien. Et on se retrouve très vite. Et Merci à toi encore. Merci à toi. Et on se retrouve très très vite.